La vidéo ci-dessous est un extrait d'une émission intitulée Décrypter l'Afrique, produite avec le soutien du média qui le diffuse sur son antenne 24/7, comme le fait également en Afrique et en Europe la chaîne de télévision Vox Africa. Décrypter l'Afrique est une revue d'actualité politique consacrée au continent africain avec cette semaine les journalistes Fabrice Huimot et Franck Tocci, l'ancienne journaliste et conseillère en stratégie politique et en communication Geneviève Gotzinger et l'ancien diplomate et consultant Laurent Bigot. Si vous êtes un spectateur du média ou passionné d'Afrique, vous pouvez retrouver d'autres extraits de cette émission et d'autres émissions sur la chaîne YouTube de Décrypter l'Afrique, une chaîne YouTube dont vous pourrez voir le lien en description de cette vidéo. Le Sénégal de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko pourra-t-il incarner une voix féconde répondant à la fois aux aspirations de démocratie et de souveraineté de leur peuple et des opinions africaines? La tâche est ardue et passe notamment par une redéfinition des rapports avec les puissances occidentales et les grandes multinationales. Quelle marge de manœuvre aura le pays de la Teranga? En tout cas, Bassirou Diomaye Faye a reçu Charles Michel, président du Conseil européen, qui assure la représentation extérieure des pays de l'Union européenne. Le président sénégalais a utilisé l'expression de partenariat repensé. Nous voulons bâtir un partenariat repensé, rénové et fécondé par une vision partagée d'un ordre international plus juste et reflétant les réalités du monde actuel. Un partenariat adapté aux mutations et apte à soutenir la dynamique novatrice que nous voulons imprimer à nos relations. Il a également été question du programme du nouveau pouvoir pour un Sénégal souverain. J'ai par ailleurs exprimé au président du Conseil européen que les amis et partenaires du Sénégal sont invités à nous accompagner dans la réalisation de notre programme pour un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère dans une Afrique en progrès. J'ai également évoqué avec le président Michel nos priorités qui s'articulent autour d'un modèle économique endogène d'industrialisation avec comme rampe de lancement le secteur primaire, à savoir l'agriculture, l'élevage, la pêche. La pêche, oui, parce que les accords de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal sont un des dossiers les plus chauds du nouveau pouvoir qui a promis dans son programme de renégocier les accords passés trop défavorables aux pêcheurs locaux et trop favorables aux gros chalutiers européens et chinois. On rappelle que les pêcheurs sénégalais sont souvent contraints à prendre la Méditerranée tellement ils sont étouffés économiquement. Il faut aborder les sujets a renchéri Charles Michel, les sujets qui fâchent. Lorsqu'il y a le sentiment que les sujets doivent être abordés, on ne doit pas le redouter. Dans le secteur de la pêche et des ressources halieutiques, par exemple, regarder quels sont les faits, voir de quelle manière on peut, si c'est nécessaire, apporter des améliorations de part et d'autre, afin de rencontrer un certain nombre de préoccupations légitimes. Et nous pensons en effet que la responsabilité de l'Union européenne, c'est d'être un partenaire loyal, prévisible, sans aucun agenda caché, parce que nous avons un intérêt très, très objectif à ce que le Sénégal puisse rencontrer les défis auxquels vous êtes confrontés, le défi du développement, de l'émergence économique et de l'amélioration des conditions de vie pour les populations. Et on voit bien le lien avec les questions de migration, y compris illégales ou illicites, qui traduisent en réalité cet espoir d'aller de l'autre côté de l'océan ou de la mer pour chercher un avenir meilleur. Nous pensons que nous devons soutenir les efforts pour adresser ces causes profondes et pour traiter ces sujets de migration illicite et irrégulière. Alors je me tourne vers Laurent Bigot, qui a une longue expérience diplomatique au Quai d'Orsay sur la question des accords de pêche. On sent une sorte de schizophrénie européenne. Accordez-moi cette expression un peu psychophobe. On met la lutte contre l'immigration illégale au cœur des priorités, mais on négocie des accords de pêche hyper avantageux pour les Européens qui rendent la vie impossible aux pêcheurs locaux, comme le montre cet extrait d'un reportage d'Euronews. Les Européens qui sont dans la pêche du thon, ils sont obligés de venir acheter ou faire pêcher des poissons juvéniles qui devaient grandir pour repeupler les océans, pour servir d'appât vivant. Les bateaux qui pêchent le merlu, ils font du chalutage de fond. Et le chalutage de fond est interdit en Europe. Ce sont ces accords qui raquent tous les poissons et qui créent une concurrence déloyale
avec la pêche artisanale. Qu'est-ce qui se passe, Laurent, dans la tête des policymakers européens? Ils défendent les intérêts de l'Europe ou de l'Union européenne, parce qu'il faut être plus précis. Et peut-être que dans les négociations qu'ils ont eues avec différents États africains, dont le Sénégal, ils avaient face à eux des partenaires qui n'ont peut-être pas défendu de manière optimum l'intérêt de l'État africain qu'ils représentaient. Donc moi, je pense que la démarche du nouveau président sénégalais, elle est saine. C'est-à-dire que de remettre les contrats sur la table, tant dans le domaine de la pêche que les contrats pétroliers, hein, c'est le même sujet. On parlera des contrats pétroliers. C'est de revisiter ça et de considérer est-ce que c'est conforme aux intérêts du Sénégal ou pas. C'est ça un partenariat. Moi, en tout cas, et en tant qu'ancien diplomate, j'ai aucun problème à ce qu'un partenaire nous dise en fait, on va remettre ça sur la table et on va regarder si c'est conforme à nos intérêts. Et c'est plutôt sain d'avoir cette démarche-là parce que si ça aboutit à un nouveau partenariat, les deux parties diront OK, on a mis ça sur la table, on a défendu au mieux chacun nos intérêts, et puis le nouveau président sénégalais pourra expliquer aux Sénégalais, oui, ça profite au Sénégal. Et comme tu le disais justement, aujourd'hui, les accords de pêche sont désastreux pour la filière pêche au Sénégal. C'est ça le problème. Ça profite peut-être au Sénégal d'une certaine façon, ça lui rapporte peut-être de l'argent à l'État sénégalais. En attendant, les pêcheurs sénégalais, eux, souffrent beaucoup. Donc c'est ça que j'imagine que le nouveau président veut. Et je pense que c'est sain de mettre ça sur la table, d'en parler. C'est ça un partenariat équilibré. Ça fait des années qu'on dit on va refonder la relation entre l'Europe et l'Afrique, entre la France et les États africains. C'est ça un partenariat équilibré. C'est qu'on met les choses sur la table et on se dit des choses quand on n'est pas d'accord. Mais alors c'est paradoxal parce que l'Europe donne l'impression de mettre au cœur de son agenda la lutte contre l'immigration illégale, mais elle pousse ouvertement, objectivement, les pêcheurs sénégalais à se barrer. L'Union européenne n'est pas une contradiction près. C'est l'échelle de temps en fait qui ne va pas. C'est que c'est pas la même échelle de temps. La conséquence migratoire de tels accords commerciaux, c'est décalé. Et de toute façon, en plus, quand je dis on, les Européens, on est complètement obsédés par cette histoire, cette question migratoire. Il va bien falloir qu'on s'en accommode parce que la démographie africaine fait qu'il va y avoir des flux pendant les 20 ou les 30 ans qui viennent. Et il va falloir les gérer intelligemment. Toute la démographie africaine ne va pas se déverser sur le continent européen, comme le disent certaines formations politiques extrémistes, mais les flux vont être croissants, c'est évident, et c'est une richesse pour tout le monde. Donc c'est aussi ça qu'on peut gérer, c'est-à-dire que les flux migratoires peuvent être une richesse pour l'Europe et non pas un échappatoire face à la misère. Bien sûr que ça va continuer. Enfin, je veux dire, comment sont peuplés les États-Unis d'Amérique? C'est les Européens qui ont fui la misère d'Europe et qui sont allés s'installer aux États-Unis. Mais quelque part, ça montre quand même qu'au-delà des discours, c'est le capitalisme qui tire la barre. C'est les groupes financiers européens C'est la logique capitaliste, mais qui l'emporte sur l'ensemble de la planète. C'est comme ça que ça fonctionne. Le vrai problème, c'est pas l'Europe, l'Afrique. Le vrai problème, c'est le fonctionnement aujourd'hui du capitalisme. Ça, c'est le vrai problème. Et c'est un fonctionnement qui détruit la planète, qui détruit l'être humain, et que personne ne remet en cause aujourd'hui. Alors Fabrice, on a beaucoup reproché à Macky Sall d'avoir tourné kazakh, candidat, puis président élu. Il dénonçait les pratiques des bateaux-usines européens, puis, mais de manière spectaculaire, il a trahi ses compatriotes. Oui, d'ailleurs, les pêcheurs artisanaux sénégalais étaient très enthousiastes à l'élection de Macky Sall en 2012, mais l'accord... Il était soutenu par le parti écologiste sénégalais, d'ailleurs. Oui, et son ministre chargé donc, de la pêche était justement quelqu'un qui avait une fibre écologiste, et on se disait que l'accord entre l'Union européenne et le Sénégal, qui n'est pas nouveau, hein, il date de 1979. Il a été signé pour la première fois sous Senghor, renouvelé à plusieurs reprises, mais jamais véritablement à l'avantage du Sénégal. En 2014, il y a eu une tentative d'amendement, mais on était toujours sur une certaine surexploitation des fonds marins sénégalais. L'accord de 2020 qui a été reconduit pendant 5 ans prévoit 10 000 tonnes quand même de pêche. Alors, en échange d'une contrepartie financière, mais on le disait, elle est assez ridicule, hein, 3 millions d'euros de l'Union européenne pour avoir accès à tous les fonds marins sénégalais, sachant qu'il est extrêmement difficile de contrôler si les pêcheurs, les chalutiers européens ne dépassent pas véritablement les 10 000 tonnes prévues. Et à titre de comparaison, en 2019, l'Union européenne a signé un accord de pêche avec le Maroc qui prévoyait une contrepartie financière de 208 millions d'euros. Donc, le décalage entre les 3 millions que touche le Sénégal et les 208 millions
qu'ont réussi à négocier les Marocains. Bon, alors l'accord a été annulé parce qu'il y avait le conflit avec le Sahara occidental qui rentrait en ligne de compte. Le décalage quand même entre ce que le Sénégal a pu négocier et ce qu'on voit avec le Maroc est absolument terrifiant, et surtout terrifiant pour les pêcheurs sénégalais qui se retrouvent un peu démunis et qui connaissent un chômage assez ahurissant. Je rappelle que c'est 600 000 personnes qui vivent, qui travaillent dans le secteur de la pêche au Sénégal. Donc, il y a une inégalité non seulement dans l'aspect économique pour eux, mais aussi la surexploitation des fonds marins sénégalais qui n'aident pas justement à préserver une biodiversité. En plus, sur les 3 millions d'euros, à mon avis, ils ne touchent pas grand-chose, les pêcheurs, c'est l'État central. Et les critiques venaient aussi du fait que peut-être que si on avait développé le secteur de la pêche au Sénégal, le secteur local, on aurait donné la possibilité aux pêcheurs sénégalais, eux, de pouvoir avoir accès à ces 10 000 tonnes de ressources halieutiques. En allant pêcher un peu plus loin. Et donc d'aller aussi vendre ce qu'ils allaient pêcher à l'Union européenne, donc d'avoir un système qui leur aurait été profitable. Alors, Franck, on a forcément peur que les mauvais scénarios se reproduisent. L'analyse de l'actualité africaine peut rendre afro-pessimiste. On a vu Macky Sall changer de braquet. On a peur pour Bassirou Diomaye Faye. C'est à raison, bien évidemment, parce qu'on se souvient, il y a 20 ans en arrière, avec Wade déjà avait soulevé cette question. Et en octobre 2012, Greenpeace avait pointé du doigt le pillage systématique des ressources halieutiques sous le régime Wade. Macky Sall qui arrive au pouvoir avec beaucoup d'espoir et d'espérance. Dans la foulée, le 30 avril 2012, il annule une série d'autorisations sous le régime Wade, ce qui avait suscité beaucoup d'espoir, je le disais, dans la filière halieutique et chez les populations sénégalaises. Mais 10 ans après, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le régime de Macky Sall a fait pire que ce que faisait le régime de Wade sur la question de la pêche, justement. Alors, comment faire, Geneviève, pour rendre les dirigeants, en tout cas, les mettre en face de leurs paroles? Parce que, on dit jamais 203, on peut penser peut-être que la maturation politique de la société sénégalaise empêchera Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko de faire absolument ce que leurs intérêts personnels leur demanderont. On peut aussi penser qu'ils ont des convictions supérieures à celles de Macky Sall, qui était quand même un pilier du régime Wade. Je pense qu'ils ont quand même été élus sur une promesse très forte de rupture. Ça, c'est très clair. Et j'ai le sentiment, alors on parlait de la pureté tout à l'heure hors antenne, mais j'ai le sentiment que vraiment, ils ont la volonté, en tout cas, de bien faire et de faire progresser ce pays sur la voie d'une souveraineté réelle. Voilà, donc ça, moi, a priori, je les crois, je leur fais confiance là-dessus. Après, il faut aller vite. Et on voit là sa volonté d'aller vite. Quand on est confronté, il peut y avoir un décalage entre les promesses de campagne et la pratique du pouvoir, parce qu'on se trouve confronté subitement à toute une série de réalités qui peuvent s'imposer à vous et qui peuvent aussi submerger vos bonnes intentions. Je ne crois pas forcément que Macky Sall avait de mauvaises intentions au départ. Je crois même plutôt l'inverse. Après, sa pratique du pouvoir a évolué de manière négative dans beaucoup de registres, dans un certain nombre de registres. Donc c'est pour ça que le fait qu'il aille vite, qu'il voit Charles Michel très vite, qu'il relance cette renégociation très rapidement, ça me semble plutôt de bon augure. Alors, le pouvoir sénégalais veut renégocier les contrats de pêche, mais aussi les contrats pétroliers et gaziers. On se souvient du scandale Petrotim Limited, qui mêlait Petrotim Limited, une boîte qui était quasiment inconnue, BP, le pouvoir Wade, puis le pouvoir de Macky Sall. La BBC avait publié une enquête explosive à ce sujet. Il y a une entreprise malsaine, Timis Corporation, qui détient 30% de notre pétrole. Mais personne ne sait qui elle est. Nous voulons savoir qui sont les actionnaires de Timis Corporation et ce qu'ils ont fait pour mériter 30% de notre énergie. Les protestations étaient dirigées contre le frère du président, Aliou Sall. Il n'avait aucune expérience dans l'industrie de l'énergie, mais Franck Timis lui a donné un poste à responsabilité. Pourquoi pensez-vous que Franck Timis voulait employer Aliou Sall?
Tout simplement parce qu'il était le frère du président Macky Sall. Des paiements mensuels de 25 000 $ pour être consultant, c'est étonnamment important pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience préalable dans ce secteur. L'explication semble être liée à la confirmation par son frère, le président de la licence des blocs. Alors, sur ce terrain des hydrocarbures, le nouveau pouvoir sénégalais veut renégocier et faire un exercice de transparence en publiant tous les contrats, en tout cas un maximum de contrats. Mais les experts disent que c'est un secteur qui a la culture du secret et qui a la possibilité d'aller vers des tribunaux arbitraux internationaux qui ont déjà été implacables avec des pays d'Amérique latine. Nous sommes dans un monde où les multinationales sont peut-être plus fortes que les États les plus faibles, aussi démocratiques soient-ils, Laurent. Oui, le rapport de force n'est pas toujours favorable aux États face aux multinationales, mais avant d'aller à la confrontation et au conflit, il y a la négociation. Donc je pense que il y a plusieurs objectifs que vise le nouveau pouvoir sénégalais. C'est d'abord effectivement publier les contrats, donc ça je ne sais pas s'ils y arriveront, mais surtout ils ont besoin d'explications sur les surcoûts que BP a facturé sur son projet, et qui sont des surcoûts assez impressionnants. Il y a un débat que Macky Sall avait déjà lancé avec BP et n'a pas obtenu de réponse, c'est sur la part du local content. En même temps, Macky Sall s'était lui-même compromis avec BP. Oui, mais avant de partir, il y a eu un échange de courriers et des échanges assez tendus avec BP en estimant qu'il y a des engagements que BP ne tient pas sur le local content. Et BP utilisait British Petroleum. Ouais, BP utilise le subterfuge de dire mais comme le gisement est à cheval entre la Mauritanie et le Sénégal, la législation sénégalaise ne s'applique pas. Donc on n'est pas obligé d'appliquer le local content et on choisit nos opérateurs dans les secteurs qui sont rendus obligatoires dans le local content comme on veut. Bassirou Diomaye fallait justement aller en Mauritanie. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir, je ne sais pas s'il s'est entendu avec les Mauritaniens, mais je pense que sur cet aspect-là aussi, ils vont essayer de faire prévaloir la législation sénégalaise, et là il n'y a pas besoin d'inventer, elle existe, et de demander à BP de l'appliquer strictement dans le cadre des contrats. Là aussi, je pense que c'est de bon augure. Et puis, je pense surtout que sur des contrats pétroliers et gaziers qui vont quand même rapporter beaucoup d'argent au Sénégal, les Sénégalais ont besoin de savoir l'architecture. Alors, c'est complexe. Moi, je me suis fait expliquer une fois les contrats pétroliers par des gens de Total. Oui, il faut s'accrocher. C'est vraiment complexe. Mais en même temps, c'est essentiel pour la population de savoir qu'ils en tirent le meilleur parti, eux aussi. Justement, un pays comme le Sénégal qui devient un pays producteur d'hydrocarbures, un pays comme le Niger également, est-ce que les hydrocarbures vont renforcer la marge de manœuvre des pays d'Afrique subsaharienne, francophone, d'Afrique de l'Ouest ? Ça fait quand même changer de dimension. Il suffit de voir au Niger, l'augmentation de la production du nombre de barils, ça fait complètement changer de dimension. C'est-à-dire que ça génère rapidement des ressources importantes qui permettent des plus grandes marges de manœuvre pour l'État, qui, bien évidemment, en termes de fiscalité, sont des ressources importantes. Et donc, du coup, ça permet de renégocier des partenariats, notamment avec l'Union européenne ou avec les grands bailleurs internationaux, avec d'autres ressources et de rééquilibrer un rapport de force. Et l'enjeu pour tous les pays africains en particulier, c'est de pouvoir justement utiliser cette ressource liée aux hydrocarbures pour rééquilibrer le rapport de force dans le concert international. Ce qu'ont très bien su faire les pays de la péninsule arabique. Ça, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, ils savent très bien faire ça. Ils l'ont fait parfaitement. Et ils sont désormais au centre du jeu. Je pense que le défi pour tous ces États africains, c'est de faire comme ces pays de la péninsule arabique, c'est de se remettre au centre du jeu grâce à ces ressources-là. Le Sénégal est un positionnement géographique parfait. Il est très proche des États-Unis, il est très proche de l'Europe aussi, puisqu'il est à la pointe de l'Afrique. Alors, Fabrice... ce monde des hydrocarbures, il est moins sensible peut-être aux pressions de l'opinion publique que peuvent faire jouer les États, que peut-être le monde des télécoms ou le monde du vêtement, le monde, disons, de ce qui s'achète par les individus, par les consommateurs, acteurs et citoyens. Comment agir et le faire plier ? Je ne sais pas s'il est moins sensible à la pression peut-être de l'opinion publique, sachant que c'est l'un des éléments sur lesquels les populations pensent que les pays doivent s'affranchir de toute domination extérieure. Donc il y a une tentative, il y a une volonté de reprendre un petit peu le pouvoir sur les ressources, tout ce qui est matière première
locales. Donc c'est absolument important et ça fait partie même de tous les enjeux autour de la question du panafricanisme, de la question des accords de libre-échange avec les pays, notamment avec la France, parce qu'il y a toujours, pas qu'avec la France d'ailleurs, parce que la Chine également est très présente dans ce domaine. Dans le domaine de la pêche dont on a parlé, la Chine d'ailleurs qui est assez maligne, parce que les armateurs chinois ont des chalutiers qui ont des prête-noms sénégalais pour pouvoir contourner, parce que la Chine n'a pas d'accord de pêche avec le Sénégal, par exemple, mais par des moyens détournés, arrive à se retrouver en mer et à exploiter, à surexploiter, parce que du coup, il n'y a pas de vérification, à surexploiter les ressources halieutiques. Donc, cette question des ressources, que ce soit les ressources halieutiques, que ce soit les ressources pétrolières, gazières et autres, fait absolument, elles font toutes ces ressources partie de la question même de la reprise en main d'une certaine autonomie des pays, de la souveraineté tout simplement, et c'est absolument important, pas que pour les nouveaux leaders qui émergent là, mais pour les populations, parce que à chaque fois dans les débats, on entend que les gens aimeraient avoir le droit d'exploiter eux-mêmes leurs ressources. Alors, est-ce qu'on en a les moyens financiers, les capacités, les infrastructures? Ça, c'est aussi une question qui se pose. En parlant des chalutiers et des prête-noms, le nouveau pouvoir a des dispositions assez originales en termes de protection des lanceurs d'alerte et qui pourront permettre aux prête-noms de se dénoncer contre intéressement. Et peut-être que les prête-noms des armateurs chinois se dénonceront. Franck, au sujet des recettes pétrolières, des ressources pétrolières et gazières, tu es ivoirien, la Côte d'Ivoire et le Ghana partagent des blocs, et on a vu que concernant ces deux pays, les compagnies multinationales peuvent essayer de jouer l'un contre l'autre, comme elles peuvent aussi également essayer de jouer le Sénégal contre la Mauritanie, d'où la question de la possibilité de négocier des fronts unis pour être plus fort face aux multinationales. Exactement, c'est une situation qui a été vécue en Côte d'Ivoire et le Ghana. Je pense que sur cette question des hydrocarbures, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont su se lever au-dessus de contradictions à un moment donné. Au départ, c'était compliqué, mais à un moment donné, ils ont su se lever et ils ont su tirer profit de cet avantage-là, parce que ce pétrole au large des deux pays. En ce qui concerne le Sénégal, je ne suis pas véritablement étonné de la démarche du nouveau pouvoir, parce que si on se réfère au livre sorti en 2017 par Ousmane Sonko, intitulé « Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation », il annonçait ce qu'il prévoyait entre guillemets une fois au pouvoir. Et donc, en début de pouvoir, je pense que pour eux, c'est une manière de s'affirmer et de se positionner, quitte à permettre une légère renégociation. Sinon, je ne crois pas qu'il y aura renégociation en profondeur des contrats déjà signés. Peut-être pour les blocs à venir. Voilà, comme tu le disais, c'est un peu l'omerta dans ce domaine-là, et c'est compliqué, c'est difficile de manœuvrer véritablement au niveau des hydrocarbures. Et les tribunaux arbitraux, c'est des plaies en réalité pour les pays pauvres. Exactement, parce que c'est quand même de grosses multinationales qui sont derrière, et c'est de gros sous qui sont en jeu. Et aussi, au-delà de ce fait-là, il y a la pression même des pays africains aux alentours. Par exemple, si du côté de la Mauritanie, on fléchit face à cela, le Sénégal n'a pas, le Sénégal n'a pas de marge de manœuvre. Donc, il est important pour eux de collaborer avec la Mauritanie dans ce sens-là. Et aussi des niveaux d'expertise, c'est-à-dire que quand tu es le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, tu as peut-être un niveau d'expertise interne qui est plus élevé que quand tu es le Tchad ou le Niger. Et ça change énormément de choses, Geneviève, dans la manière de défendre ses intérêts. Des fois, c'est pas parce qu'on est corrompu qu'on n'y arrive pas, c'est parce qu'on n'a pas les compétences techniques. L'Afrique est inégalement répartis en termes de compétences techniques. Oui, ce qui est certain, c'est que le nouveau pouvoir sénégalais insiste justement sur la
technicité et à former un gouvernement à la fois politique, mais aussi très technique. L'idée, c'est quand même de mettre la compétence en valeur dans tous les domaines, donc dans ce domaine aussi. Après, le Sénégal va être confronté quand même aussi à la question de la parole donnée, de la signature du contrat, la valeur de la signature. Donc, et les représailles de celui qui veut représailles, te punir de vouloir changer de parole. Les représailles éventuellement, la nécessité d'attirer des investisseurs, donc d'apparaître aussi un partenaire fiable. Donc il y a eu un certain nombre de prises de parole du nouveau président à cet égard qui insistent aussi là-dessus. Le Sénégal se montrera un partenaire loyal, le Sénégal sera rigoureux. L'important, c'est que nos intérêts soient davantage préservés et pris en compte. Mais cette dimension-là de confiance, je crois, elle est aussi essentielle à ancrer très très vite avec les partenaires du Sénégal. Mais des fois, renverser la table, ça a quand même du bon. On a vu, il y a quand même eu des situations avec le monde arabe où il y a eu des renversements de table, le blocage du canal de Suez. Historiquement, la méthode forte a souvent fonctionné, mais il faut avoir le rapport de force. Et je ne suis pas sûr que les pays africains, d'Afrique subsaharienne, aient aujourd'hui le rapport de force. On peut aussi considérer que d'un point de vue interne, le pouvoir sénégalais est fragilisé par son absence de majorité parlementaire et par son caractère dual. Les gens peuvent également essayer d'entrer là-dedans. Alors, je ne pense pas que le caractère dual soit à ce stade un motif de fragilité. On verra dans la durée comment le couple, comment le binôme arrive à s'articuler, à fonctionner, quel sera le rapport de force entre eux, si tant est qu'il y a un rapport de force. Ils sont quand même d'accord sur l'essentiel, qui est lutter contre l'hyper-présidentialisation des institutions sénégalaises telles qu'elles existent actuellement. Donc ça devrait permettre un rééquilibrage au profit du Premier ministre. Si tant est que le poste perdure, parce qu'il y a quand même une ambiguïté, je vous signale, je vous rappelle que dans le programme initial du PASTEF, on supprimait le poste du Premier ministre. C'était d'ailleurs, je crois, le 4e président de la République du Sénégal qui aurait... 3 autres l'ont fait avant lui, ensuite ont remis ce poste de Premier ministre qui est apparu nécessaire. Donc on va voir s'ils appliquent cette promesse de campagne-là ou pas. Mais on voit déjà quand même une forme de rééquilibrage, ne serait-ce que dans les mots. Le gouvernement est sous l'autorité du Premier ministre. Il y a eu tout un débat sémantique au Sénégal ces derniers jours là-dessus. Est-ce qu'il est sous l'autorité du Premier ministre ou du Président de la République ? Le fait d'employer ce mot sous l'autorité du Premier ministre est... plus que symbolique, à mon avis, c'est politique, ça affirme une réalité quand même duale du pouvoir. C'est une promesse de campagne. À ce stade, je pense que ça va bien se passer. On verra au fil des mois. Après, l'absence de majorité, oui, évidemment, c'est un problème. Le Parlement vote les lois. On est dans une démocratie au Sénégal, donc il est assez probable qu'on aura, dès que ce sera possible, une dissolution. C'est la logique institutionnelle. Oui, mais ce n'est pas possible avant novembre, Laurent. C'est loin, novembre. Je pense très loin. Je pense que c'est la vraie difficulté du nouveau président Bassirou Diomaye Faye, c'est de gérer ça, parce qu'effectivement la dualité avec le Premier ministre, on va voir à l'épreuve des faits. Ça, on peut pas à l'avance le dire. En revanche, ils savent qu'ils ont un problème politique, c'est qu'ils n'ont pas de majorité jusqu'au mois de novembre. Et puis au mois de novembre, il y a des élections. Et il faut qu'ils les gagnent, et il faut qu'ils aient la majorité. Est-ce qu'ils vont être seuls ? Est-ce qu'ils vont devoir contracter des alliances avec d'autres partis de la place ? Ça, c'est un vrai sujet. Installer des baronnies locales, ça prend du temps. Oui, voilà. Donc ça, je pense que c'est la véritable difficulté politique à laquelle est confronté le nouveau président. Ça, c'est clair. Le tandem, il fonctionnera comme il devra fonctionner. On pourra voir qu'à l'épreuve des faits. Et c'est vrai que quand on n'a pas de majorité au Parlement, mais symboliquement, on ne peut pas faire adopter les lois, ou en tout cas, il faut trouver un consensus qui est quand même compliqué. Et sauf que quand on arrive au pouvoir, on veut aller vite. Donc là, il y a une contradiction qui se pose vraiment au nouveau président, c'est qu'il ne pourra pas aller vite dans le domaine de la loi. Peut-être qu'ils ont un 49.3 à la française. Fabrice, quel regard tu portes sur ce pouvoir qui pose ses premiers pas? Je pense que c'est à l'image du poids politique que représente aussi Ousmane Sonko, parce que il ne faut pas oublier que la figure, c'est d'abord lui, et que par un concours de circonstances, Bassirou Diomaye Faye a été poussé à l'avant de la scène politique, même s'il était présent et que c'était l'une des figures au sein du PASTEF. Mais Ousmane Sonko a le poids qu'il a la faveur de l'opinion publique, a une certaine popularité qui a aidé à cette élection de Bassirou Diomaye Faye, et ce n'est que logique qu'il pèse suffisamment, je pense, dans cette repartition.
Maintenant, évidemment, sur le long terme, il faudra observer comment les interactions se font entre les deux et qui va représenter le plus le leader un petit peu du pouvoir sénégalais. Franck, le mot de la fin sur le Sénégal? C'est comme ils l'ont dit, c'est dans la durée qu'on verra véritablement si ce tandem marche au Sénégal. Tandem, c'était l'expression de Charles Konan Banny pour qualifier son rapport avec Laurent Gbagbo. Oui. Ça n'a pas fonctionné, le tandem. Oui, et je pense que... Mais c'est pas pareil, là, parce que là, ils partagent la même vision politique. La même vision, pour l'instant. Ils partagent la même vision. Donc, c'est dans la durée qu'on pourra voir si, effectivement, ce binôme, si vous le voulez, fonctionne bien. Vous savez, la démocratie sénégalaise, elle est un peu particulière. Alors, tout à l'heure, on parlait qu'ils n'ont pas la majorité au niveau du Parlement, mais vous savez aussi qu'il y a la pression, je ne veux pas dire la pression de la justice, mais vous savez que très récemment, le nouveau pouvoir a ouvert des brèches de salubrité publique, donc en comptant sur cet épouvantail-là, il pourrait grignoter quelques députés ça et là pour... les gens qui ont trop d'affaires sales pour être trop rebêches à voter les lois. Exactement. Donc, la majorité elle pourra être construite au cas par cas, je pense. Et puis peut-être qu'ils vont essayer de se faire réélire dans leur coin en étant moins désagréables vis-à-vis d'un pouvoir qu'a quand même la majorité. Alors... La majorité c'est 54% quand même, donc c'est quand même un score absolument phénoménal, mais dans des circonstances politiques très particulières. Moi, je crois quand même pas que la représentativité d'anciens partis, celui de Khalifa Sall, celui d'autres personnes, soit à la mesure du score qu'ils ont obtenu à l'élection présidentielle, qui était vraiment misérable. Donc, je pense qu'il va y avoir comme un rééquilibrage. Ils peuvent faire du name and shame pour obliger les gens à... Il va y avoir un rééquilibrage qui correspondra davantage à la réalité des forces politiques sénégalaises au mois de novembre. Et c'est ça que le pouvoir va devoir ensuite gérer.